tous. Je suis ravie d'être à Pau pour ces journées du tourisme. Merci encore pour l'invitation. Et ça me fait vraiment plaisir d'être à Pau parce qu'en fait, j'ai des bons souvenirs de Pau. Voilà, faut savoir que moi, je suis de Cholet. Donc, il y en a peut-être tout de suite qui feront la connexion, surtout s'ils sont fans de basket. Voilà, ça me rappelle des bons moments, les heures de gloire du basket français entre Pau, Orthez, Limoges et Cholet. C'était vraiment génial. Voilà, après ce petit moment en nostalgie, on va revenir à nos moutons. Donc, je suis la directrice France pour Visite Britain depuis 6 ans. Avant ça, mon parcours a toujours été chez les institutionnels du tourisme. J'ai commencé à Tout France, qui s'appelait à l'époque Maison de la France, dans leur bureau du Canada. Et puis ensuite, je suis passée chez l'Irlande, également leur bureau du Canada, et puis ensuite de retour à Paris. Avant, voilà, de prendre la direction du bureau français de Visite Britain en septembre 2016. C'était juste quelques mois après le vote sur le Brexit. Donc ça commençait très fort. Un beau challenge juste pour mon arrivée. Voilà. Donc aujourd'hui... Voilà, l'idée c'était de vous parler un petit peu de comment on avait survécu, entre guillemets, à ces deux crises qui ont été le Brexit et le Covid, quelle stratégie on avait mis en place pendant les crises et puis ensuite après pour la reconquête et pour l'avenir. Donc je vais d'abord vous dire quelques mots sur qui nous sommes, sur la destination et puis on passera dans le vif du sujet avec les stratégies mises en place pendant la crise et après la crise. Vous avez de l'écho ou ça va ? Ça va ? Ok. Donc, Visite Britain, qui nous sommes, bien évidemment, l'Office du tourisme de la Grande-Bretagne, dont un organisme public financé par le gouvernement. Nous sommes rattachés au ministère de la Culture, des Médias et du Sport. Donc, comme en France, nous n'avons pas notre propre ministère, malgré le poids du secteur. Nous avons un réseau de 19 bureaux à travers le monde, dont 7 en Europe, qui couvrent 12 pays européens. Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi Grande-Bretagne et pourquoi Royaume-Uni ? Et pourquoi pas Royaume-Uni ? C'est une bonne question. Et en fait, vous voyez la géographie, la Grande-Bretagne, c'est l'île de Grande-Bretagne avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Et le Royaume-Uni, on rajoute l'Irlande du Nord. Et donc, nous, à l'international, on ne fait pas la promotion de l'Irlande du Nord, puisque c'est nos amis du tourisme irlandais qui le font et qui traitent l'île d'Irlande comme une entité touristique. Et ça remonte aux accords de paix en Irlande en 1999, quand le secteur du tourisme a été désigné un des secteurs de coopération transfrontalière entre les deux Irlandes. Donc voilà le pourquoi du comment. Ah. Tata. Bon. Et avec les petites flèches. Oui. Oui, ça serait mieux, mais voilà, d'accord. Donc nous on a 2 rôles principaux en tant qu'office du tourisme, bien sûr c'est d'informer l'industrie, que ce soit l'industrie britannique ou l'industrie dans les marchés, et le gouvernement voilà, sur les audiences, sur les tendances, sur les datas qu'on remonte, et puis bien sûr le gros du morceau c'est de promouvoir la destination à l'étranger. Et pour 2022-2023, nos priorités sont, voilà, après 2 années quasiment blanches, de faire revenir les touristes étrangers après le Covid, de développer notre influence, c'est vraiment un gros accent cette année, de se rendre un peu plus indispensable dans les marchés comme à Londres auprès du gouvernement, et puis de préparer l'avenir et lancer la reconquête. Alors comme beaucoup d'organismes de tourisme, nous sommes financés donc par des fonds publics, mais on a une petite particularité on reçoit des fonds marketing que nous on appelle le budget GREAT, et en fait c'est la campagne GREAT qui est une campagne cross-secteur financée par le gouvernement britannique qui concerne le tourisme, la culture, le sport, l'industrie, l'innovation, la technologie, les sciences, etc. Donc ça donne des fonds pour promouvoir tous ces secteurs à l'étranger, et on a la chance de pouvoir en profiter également. Alors la destination en quelques chiffres. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un gros secteur qui pèse près de 9% du PIB et 10% de l'emploi. Donc c'est tout confondu, hein, domestique, international, hôtellerie, restauration. Et en termes de visiteurs étrangers, c'était 41 millions juste avant
Le Covid, donc sur la dernière année pleine qui était 2019. Et parmi ces 41 millions, il y avait 3,6 millions de Français, qui rend donc la France le deuxième marché émetteur en volume et le quatrième en recettes, donc un marché très important. Et on ne s'en rend pas souvent compte, mais en fait, la Grande-Bretagne, c'était la troisième destination des Français étrangères, après l'Espagne et l'Italie. Voilà, alors en toute honnêteté, je pense que là, après les 2 années de Covid et cette année 2022 où ils ont bien cartonné, le Portugal risque de nous passer devant, mais bon, on verra quand on aura les chiffres définitifs. Voilà, vous voyez un petit peu l'évolution des chiffres ces dernières années, et bon an, mal an, on a toujours entre 3,5 et 4 millions de visiteurs français à peu près sur la destination. Et ils sont répartis en à peu près 75% loisirs et 20% tourisme d'affaires. Et dans les loisirs, presque la moitié qui sont des purs vacanciers et environ 30% qui sont des vacanciers mais qui viennent au départ pour rendre visite à des proches ou à de la famille. On pense souvent que la Grande-Bretagne, c'est essentiellement Londres, mais même si Londres est important, c'est pas tout. Voilà, c'est la petite zone en bleu marine là, sur la carte, c'est à peu près 40%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 60% des gens qui vont ailleurs. Donc voilà, dans toutes les régions de la côte sud, sont très populaires auprès des Français, et puis l'Écosse également qui plaît beaucoup aux Français. Et on a la chance d'avoir un accès facile et varié depuis la France avec l'avion, les ferries, le tunnel, donc en train, avec sa voiture, en bus. Donc ça, c'est vraiment un atout important. Et puis la durée moyenne de séjour pour la France est de 5 nuits, ce qui est un peu moins que la moyenne générale qui est de 7. Mais bon, vu la proximité, c'est normal qu'on ait une proportion de courts séjours un peu plus importante. Alors si on regarde les forces et faiblesses, dans les points forts, comme je vous disais, vraiment la proximité, c'est un atout important. Et d'autant plus maintenant avec cette tendance de peut-être voyager un peu plus proche de chez soi. C'est un atout supplémentaire, donc l'accès est facile, avec des moyens variés et franchement peu onéreux. Ce n'est pas d'aller en Grande-Bretagne qui va vous coûter cher, puisque vous avez très facilement un aller-retour à moins de 150 €, que ce soit en train, en avion ou en ferry. On a aussi une bonne saisonnalité par rapport à beaucoup de nos concurrents. Vous voyez, les 4 saisons sont quasiment à parts égales en termes de visitorat. Et en termes de produits, voilà, les produits numéro 1, c'est tout ce qui va toucher à la culture et au patrimoine, que ce soit patrimoine et monuments historiques, les traditions culturelles, et aussi beaucoup la culture contemporaine, donc tout ce qui va être autour des expositions, de la musique, des films, la mode, etc. Ça plaît beaucoup également. Donc si on ajoute une grande variété de paysages et d'expériences outdoor également, on a une grande variété d'expériences à proposer. Alors les points sur lesquels on doit toujours batailler, la dispersion régionale, bien sûr, je pense que c'est la même chose pour toutes les destinations qui veulent faire découvrir une plus grande variété de régions à leurs visiteurs. Même si on a vu sur la carte que les Français ne sont pas trop mal en termes de dispersion régionale. Voilà, il y a encore mieux à faire, notamment pour ce qui concerne le centre et le nord de l'Angleterre qui méritent d'avoir plus de visiteurs avec tous les beaux paysages et les parcs nationaux qu'on trouve dans ces régions-là. Des perceptions qui ont la vie dure sur l'accueil et la nourriture. On rame un peu, mais on continue de se battre. Surtout que vraiment toutes les études qu'on fait montrent que les gens qui reviennent sont toujours super emballés et prêts à recommander la destination sur ces points-là. Voilà, donc les gens sont vraiment super gentils et on mange aussi très bien au Royaume-Uni. Enfin voilà, il y a eu une révolution culturelle ces 20 dernières années et avec plein de chefs super jeunes, créatifs, inventifs qui utilisent les produits locaux avec une cuisine moderne. Ils sont très forts sur tout ce qui est végétarien, vegan, même en avance sur nous sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a de belles découvertes à faire, croyez-moi. Et puis tout ce qui est coût et rapport qualité-prix, voilà, on n'a pas une réputation d'être une destination bon marché, et c'est vrai, mais voilà, ça se compense. Si peut-être l'hébergement est un peu plus cher, ben voilà, pour s'y rendre, c'est pas cher, et une fois sur place, il y a plein de choses qu'on peut faire qui coûtent pas beaucoup. Tous les musées nationaux sont gratuits, par exemple. Donc voilà, on économise aussi sur les attractions et ces choses-là.
Deux petites opportunités qu'on va essayer de saisir l'année prochaine, c'est l'Eurovision qui sera à Liverpool. Donc ce sera une super occasion de faire connaître cette ville très créative et qui mérite vraiment le détour, puis c'est la ville de naissance des Beatles, donc ça colle bien avec l'angle musical. Et puis voilà, un couronnement, un nouveau couronnement, donc un autre gros spotlight médiatique. Et si vous n'avez pas vu la nouvelle, c'est tombé hier soir, apparemment ce sera le 6 mai. Donc a priori une belle période. Bon, ça va poser quelques challenges aux groupistes, parce que le mois de mai c'est un gros mois pour les groupes. Et là, à Londres, il va falloir qu'ils s'organisent, quoi. Mais bon, on va y arriver comme d'habitude. Voilà, donc Brexit et Covid, la double peine. J'aimais bien ce titre, parce que vraiment, là, ça a été les deux en même temps. Et faut être honnête, hein, on en a quand même un peu bavé avec tout ça. Donc je vous avais parlé des 40 millions de visiteurs étrangers en 2019, avant le Covid. Eh bien, voilà le résultat. 2020, on est tombé à 11, 2021, on est tombé à 6. Et pour 2022, vraiment, c'est l'année de reconquête. Et on estime avoir autour de 26,7 millions, ce qui nous ferait revenir à 65% des niveaux d'avant Covid. Donc on peut dire vraiment qu'on a eu 2 années quasiment blanches. Et au global, les pertes sont estimées à environ 80%. Donc pourquoi est-ce qu'on a souffert plus que les autres ? Vraiment, on a eu des restrictions à l'entrée pendant le Covid qui ont été très compliquées, qui ont duré plus longtemps qu'ailleurs, qui changeaient souvent. Donc franchement, c'était compliqué pour les gens de se projeter, de peut-être prendre le risque en sachant que ça allait encore changer. Donc voilà, ils sont restés en France, ils sont allés ailleurs où c'était plus facile. Et voilà, les résultats. Donc nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de ne pas faire la politique de l'autruche, mais de rester vraiment présent, d'engager nos audiences avec 3 angles d'attaque un peu, qui étaient divertir, informer et rassurer. Donc divertir, comme beaucoup d'autres destinations l'ont fait, dans l'anticipation de l'après-Covid, et puis pour donner envie, pour faire découvrir des choses sur la destination, la mise en avant beaucoup de la culture, les séries, les films, des recettes. Enfin voilà, on a fait plein de choses pour engager les audiences, et ça a plutôt bien marché. Et dans l'atelier tout à l'heure, ma collègue Anaïs vous en dira beaucoup plus sur ce sujet avec des exemples très précis. Informer, c'était vraiment important à chaque changement de conditions d'accès. Il fallait que les gens soient au courant. Et puis rassurer aussi. Donc par exemple, les tours opérateurs, les agents de voyage qui avaient besoin d'informations précises pour leurs clients, savoir est-ce que c'était ouvert, pas ouvert, comment ça marchait pour les groupes, quelles étaient les procédures sanitaires mises en place, etc. Donc un gros travail d'information auprès des professionnels et du grand public. Si on regarde le Brexit, là les conséquences sont un peu plus à long terme. Donc petit rappel des faits, donc 2016 le référendum. Ensuite, on a eu 2 grosses années de négociations avec l'Europe pour aboutir à l'accord de sortie. Le Brexit est entré en vigueur en janvier 2020. Une date clé pour nous, c'était octobre 2021, quand le passeport est devenu obligatoire pour les ressortissants européens pour se rendre au Royaume-Uni. Et on nous annonce pour 2023 ou 2024 la mise en place d'un ETA, donc Electronic Travel Authorization. Donc un peu comme on a pour se rendre au Canada, aux US ou en Australie, il faut remplir à l'avance un formulaire électronique et payer entre 10 et 20 euros par personne. Bon, il faut savoir que l'Europe va faire la même chose dans l'autre sens. L'Europe va mettre en place, je ne sais plus le nom maintenant, désolé, pour les non-européens, la même chose, un formulaire électronique à remplir aussi. Encore de la paperasse. Donc les conséquences, forcément c'est un accès plus compliqué et plus cher par rapport à nos concurrents. Ça complique aussi les décisions de dernière minute. Forcément, avant, on voyait une belle offre d'avion ou d'Eurostar à 45 €, on se disait « Oh, on va y aller le week-end prochain ». Si on n'a pas de passeport, là, c'est plus compliqué. Et puis un secteur qui a été gravement touché, c'est les voyages scolaires. Donc ça va mettre un peu de temps à revenir, puisque forcément, demander à tous les élèves d'avoir un passeport, c'est compliqué.
Et puis, ils ont eu en plus eux aussi une double peine avec la suppression du dispositif qui s'appelait List of Travelers, qui était une sorte de passeport collectif et qui permettait, s'il y avait dans la classe deux, trois élèves qui n'étaient pas européens, de voyager sans visa, alors que maintenant, ils doivent techniquement avoir un visa aussi. Donc voilà, ça a été très compliqué pour eux. Et puis un autre impact, c'était l'emploi dans le tourisme, puisqu'il y avait énormément d'Européens et de Français qui travaillaient au Royaume-Uni, dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration, etc. On disait même que Londres était la 5e ville française. Voilà, pendant le Covid, pas mal sont partis. Maintenant, c'est plus difficile de revenir puisqu'il faut un visa de travail. Voilà, donc ça a des conséquences aussi sur le secteur actuellement qui a eu à souffrir de quelques pénuries cet été dans certaines régions. Donc nous, ce qu'on a mis en place à ce niveau-là, on a vraiment un rôle d'intermédiaire important à jouer entre le public, l'industrie et le gouvernement. Le maître mot, encore une fois, c'est informer, informer, informer. Il faut vraiment que les gens soient au courant des procédures d'entrée. On ne veut pas que des gens arrivent à Charles de Gaulle ou à Gare du Nord avec juste leur carte d'identité et se voient refuser l'accès. Donc voilà, donc on rappelle régulièrement les règles sur nos réseaux. On travaille avec les transporteurs, les tours opérateurs, les agents de voyage, etc. pour s'assurer qu'ils informent bien les clients en amont dès les réservations. Et puis aussi, on accroît notre rôle d'influenceur auprès du gouvernement, tout du moins on essaie, et de les alerter sur les conséquences de certaines politiques qui sont mises en place, sur voilà, ce que ça génère en termes de perte de visitorat, par exemple sur les voyages scolaires, puisqu'il y avait pas loin d'un demi-million d'élèves quand même qui allaient en Grande-Bretagne chaque année, donc c'est énorme comme marché. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faciliter, de faire une exception pour les mineurs accompagnés de moins de 18 ans? Enfin voilà, c'est des choses qu'on discute un petit peu en arrière. On verra si on aboutit à des décisions positives de ce côté-là. Alors les crises étant passées, il faut maintenant se tourner vers l'avenir et mettre en place une stratégie de reconquête. La bonne chose du Covid, c'est que ça nous a permis vraiment de remettre beaucoup de choses à plat. Et la première étape, ça a été de regarder nos audiences. Alors comme beaucoup de destinations, on a tendance à vouloir avoir tout le monde, toucher tout le monde, plaire à tout le monde. Mais voilà, quand on n'a pas des budgets marketing extensifs, c'est pas forcément la bonne stratégie. Donc on a décidé de se focuser vraiment sur une cible prioritaire pour nos campagnes marketing. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien avec les autres, mais au moins pour les campagnes publicitaires, on allait se focuser sur une cible. Et on a commissionné beaucoup d'études de consommateurs, de voyageurs à travers le monde. Et il en est ressorti que la cible pour nous qui était la plus intéressante en termes de reprise des voyages internationaux après le Covid, en termes d'intérêt pour la destination et en termes de pouvoir d'achat, etc. C'est une cible qu'on a appelée, nous, les Experience Seekers, dans la fourchette 25-44 ans. Voilà, donc c'est des gens qui recherchent des vacances plutôt actives, avec des expériences intéressantes, rencontrer les gens, faire des choses un peu hors des sentiers battus. J'en perds mes mots. Et voilà, donc c'est un risque un petit peu de se concentrer sur une seule audience. Mais voilà, on espère vraiment que cette cible va bien performer pour nous. Et donc, on va adapter nos messages et nos communications pour plaire en priorité à cette cible. La deuxième étape, ça a été de développer une nouvelle image de marque, une nouvelle brand, qui était alignée sur celle de Great. Donc, vous savez, je vous ai parlé de ce budget Great qu'on avait pour des fonds marketing. Et donc, leur credo à eux, c'est « See things differently ». Donc, nous, pour le tourisme, on a dû adapter cette devise. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer une Grande-Bretagne moderne, dynamique, diverse, inclusive et accueillante. Donc, s'éloigner un peu de tout le tralala, tradition, royauté, etc., ou le montrer sous un angle différent et un peu plus moderne.
et voilà, et convaincre que la destination est remplie d'expériences surprenantes à découvrir maintenant, et pas juste à un musée où on ira un jour, parce que rien ne va changer. Donc on a transposé ça pour le tourisme en Explore Different Every Day. En français, on a dit chaque jour de nouvelles découvertes. Oui, bon, ça je peux passer. Et enfin, la dernière étape, ça a été le développement d'une nouvelle campagne publicitaire, et qu'on a appelé donc « Bienvenue dans une autre Grande-Bretagne ». Et là, l'objectif, c'était vraiment ben voilà, post-Brexit, post-Covid, de montrer une nouvelle image de la destination, d'inviter les gens à voir la destination sous un angle différent. Et je vous montre quelques exemples de visuels. Voilà, l'idée, c'est de plus jamais montrer un château tout seul ou un paysage tout seul, par exemple, mais lui donner un angle, un point de vue différent, un angle nouveau, d'avoir plus de gens aussi, des gens souriants, des gens qui s'amusent, des gens qui font des expériences un peu originales. Voilà, donc ça a posé certains challenges. Il y a eu des conséquences aussi sur la réaction de nos audiences, par exemple, sur les réseaux sociaux, et Anaïs vous en dira plus dans l'atelier. Mais voilà, on pense que ça correspond bien au challenge que nous a posé l'équipe Great, à savoir de montrer la Grande-Bretagne sous cet angle moderne, dynamique et unexpected, comme ils disent. Voilà, donc en conclusion, eh bien donc, deux grosses crises, 2 années difficiles, mais aussi l'occasion d'une belle remise en question pour rebondir et reconquérir de nouveaux publics. Il faut savoir que tout ça s'inscrit dans un programme encore plus large qu'on a appelé Building Our Future et qui concerne aussi un redéveloppement de tous nos outils internes, nos process, un nouveau site web qui va sortir en janvier en France, la façon dont on travaille avec plus de transversalité, plus de global working, flexible working, etc. Et puis bien sûr, regarder aussi comment on peut reconstruire mais de manière plus durable et plus responsable. Alors ça, c'est un gros sujet pour lequel on n'a pas le temps aujourd'hui, mais voilà, bien sûr qu'on s'y penche. Et bon, le début le plus simple, c'est bien évidemment dans le contenu qu'on propose à toutes nos audiences, sur nos réseaux, sur notre site, quand on fait des voyages de presse, des femme trips, agents de voyage, des choses comme ça, c'est d'inclure déjà des éléments de tourisme responsable, des restaurants ou des hôtels qui ont des bonnes pratiques, qui utilisent des produits locaux, etc. Promouvoir le voyage en train une fois sur place. Enfin, voilà, tout ça, on le met pour l'instant de plus en plus en avant dans nos contenus, et c'est la première étape. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure pour beaucoup plus d'exemples. Merci. Plus d'exemples et de tuyaux, et Anaïs vous montrera des choses qu'on peut faire avec pas de budget ou très peu de budget ou plus de budget, et des retours d'expérience intéressants dans l'atelier tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Séverine. Je vous débarrasse.